La justice est parfois perçue comme trop expéditive, paralysée face aux puissants, voire sous contrôle du pouvoir. Le sentiment d'injustice semblerait davantage saisissable que la justice elle-même. Les obstacles à une justice plus qualitative paraissent infranchissables. Et il faut une certaine dose de courage pour relever le gant. Une philosophe a défini le courageux comme celui qui perçoit l'obscurité de son temps comme une affaire qui le regarde. Il ne détournera pas le regard. Entre le courage et la peur, poursuit-elle, il y a un rendez-vous secret. En lisant ces lignes, Éric de Montgolfier, j'ai pensé à votre inclassable et inlassable combat, un combat passionné pour la défense de la justice. Avocat général près la Cour de cassation, vous gardez un regard critique sur l'institution judiciaire. Que signifie pour vous, qui avez écrit un ouvrage intitulé « Le devoir de déplaire », qui avez été en charge de dossiers complexes, sensibles, pour lesquels, en tant que magistrat du parquet, vous avez dû requérir l'application de la loi dans l'intérêt de la société. Que signifie pour vous la passion de la justice ? Merci. C'est avec plaisir que je suis venu à Orléans ce soir, parce que ça m'aura au moins permis de mieux comprendre ce que le sujet attendait de nous. Car en fait, avec cette perversité qui lui est habituelle, l'université nous propose un sujet à plusieurs entrées ce soir, un peu comme ceux qu'on vous soumet chaque année à vous trouver avant la clé et la serrure. La passion de la justice. Je me suis demandé si la passion de la justice, ça ne devait pas être un peu comme la passion du Christ que vous évoquiez tout à l'heure. Cette justice qui s'installe dans une société, la nôtre, une justice crucifiée entre des impératifs différents, la loi, expression de la volonté nationale, la sécurité, qui ne peut pas se confondre avec la justice, le respect des personnes, le respect de l'intérêt général, tout un ensemble, en réalité, de choses parfaitement contradictoires. Donc la justice, et à travers elle, ceux qui la servent, car les magistrats ne sont que des serviteurs et non pas des maîtres, ceux qui la servent sont tenus d'orienter leurs décisions en fonction de bien des paramètres. Dieu merci, la loi n'a pas cette rigidité que parfois on lui prête, surtout devant la justice. Une fois la décision de condamnation pénale prise, par exemple, mais pas seulement, le juge conserve un certain nombre de libertés entre l'alpha et l'oméga de la peine. Il y a toujours de la place pour la justice. Est-ce que la passion de la justice, c'était la passion que nos concitoyens éprouvent pour la justice ? Quelque chose m'a étonné tout à l'heure, qui a provoqué un semblant de vie dans l'auditoire qui commençait, semble-t-il, un peu à atténuer sa veille. C'est lorsqu'on a évoqué la médiocrité des juges. Et là, je me suis demandé ce que ça signifiait. Bon, pas une passion pour les juges, ça, chacun pouvait le comprendre, mais peut-être une passion pour la justice. Chacun des rieurs étonné finalement de ce que la justice n'est pas de meilleur serviteur. Et c'est sans doute une approche à laquelle il faut un instant s'arrêter. Est-ce que ça n'est pas quelque chose d'erroné, démocratiquement erroné pour les citoyens que vous êtes tous, d'attendre des juges qu'ils soient les seuls, en définitive, à rendre une décision judiciaire? En réalité, je crois, moi, depuis si longtemps que je la pratique, 40 ans, je crois que la justice est une véritable coproduction sociale. Il y a sans doute les juges,
ceux qui correspondent à ce qu'on appelle constitutionnellement l'autorité judiciaire. Alors, j'ai bien senti tout à l'heure qu'il y avait quelques désagréments dans votre propos sur cette notion réductrice d'autorité par rapport au pouvoir qu'incarnait la justice avant 1958. Charles de Gaulle a choisi de réduire, à travers les mots, la justice, du pouvoir à l'autorité. Mais est-ce que ça n'est pas ça, en définitive, ce qu'il y a de mieux dans la justice? Qu'elle incarne une autorité. Il n'y a pas de pouvoir de juger. Juger est un acte étrange, en réalité, que quelques-uns s'arrogent après concours. J'en conviens, le droit de dire le droit. Est-ce que vous pensez que c'est un exercice simple? Donc ça me renvoie naturellement à la passion de la justice sur le versant de la magistrature et sur le versant que j'ai moi-même occupé pendant ces années, celui du parquet, car je n'ai jamais été que parquetier. Vous allez me dire que j'ai raison, puisqu'il faut être nettement plus intelligent pour être juge que pour être parquetier. Je vous le dis avec beaucoup d'assurance et sans malice aucune. C'est toujours plus facile de requérir que de décider. Ça impressionne beaucoup le procureur quand il se lève. L'audience, il vaut mieux qu'il se lève. D'ailleurs, assis, nos propos n'auraient peut-être pas la même portée. Donc, nous nous levons et nous requérons, nous concluons. Nous demandons au juge la justice, au nom de tous. Car le procureur de la République, beaucoup se trompent sur le sens des mots. Il faut être un peu latiniste et on l'est de moins en moins dans notre société. C'est vrai, procurare, chacun y arrivera, celui qui prend soin, et la République. Et la République, beaucoup pensent en termes politiques que la République, c'est une forme de pouvoir. C'est la situation démocratique ou non d'un État. En réalité, la République, c'est la res publica romaine, c'est-à-dire l'intérêt général, l'intérêt de tous. Le procureur de la République, ça n'est que celui qui porte l'intérêt général et qui défend l'intérêt général. Alors, comment concilier la notion de passion avec ce devoir, parce que c'est un devoir? On parle beaucoup d'indépendance des magistrats. Souvent, j'entends mes collègues ou ex-collègues maintenant en parler comme d'un droit pour eux. Il nous faut notre indépendance. Eh oui, grand Dieu, bien sûr, qu'il faut que les magistrats soient indépendants. Je crois plutôt que c'est un devoir pour le magistrat et qu'il n'y a pas d'autre choix que l'indépendance. Sinon, on va permettre aux uns et aux autres de faire prévaloir ce qu'ils croient sur ce qu'ils doivent. Ne concevez pas la justice comme un exercice mathématique, c'est loin d'être cela. On a le sentiment, j'avais le sentiment quand j'étais à l'université, mais Dieu merci, j'avais eu envie d'être magistrat avant de rentrer à l'université, ce qui fait qu'elle n'a pas réussi à m'en détourner. J'avais le sentiment que le droit, c'était une voie étroite, épineuse, et qu'une fois qu'on y était rentré, on ne pouvait plus en sortir que par la porte étroite qu'elle nous laissait. Et puis j'ai découvert que le droit était un chemin, mais un chemin magnifique, parce qu'il pouvait conduire à la justice. Parce que le magistrat, conscient de ses devoirs, indépendant au sens le plus strict du terme, une indépendance conçue comme un devoir, le magistrat pouvait y aboutir. C'est ça l'indépendance. C'est ça que j'ai découvert pendant toutes ces années. Pas tout de suite, mais rapidement. Que je ne devais pas prendre mes décisions en fonction de ce que je croyais de la société, au nom de convictions politiques, parce que chacun de nous a le droit d'en avoir, pas forcément de les utiliser
dans le cadre de fonctions institutionnelles, eh bien, tout cela devait me guider, n'est-ce pas? Ce qui devait me guider, c'était la loi, c'était l'intérêt général, pas ce que je ressentais, pas la sale tête de celui qui me faisait face, ou au contraire la bonne tête. Parce qu'en réalité, pour un magistrat, c'est quelque chose de terrible. On dessine la justice, souvent on la représente comme aveugle. Alors, on peut glaboter sur cette cécité de la justice. Ça signifie simplement que devant elle, il n'y a pas d'échelle sociale. Il n'y a que des citoyens égaux entre eux. Ça, c'est la théorie, j'en conviens, et que, hélas, ce bandeau, parfois, on souhaiterait le voir sur les yeux de la justice. C'est vrai que la justice, conçue comme cela, c'est une ascèse. C'est un devoir, c'est une obligation. On parle de courage, et vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est un mot que je déteste. Je trouve que parler du courage d'un magistrat, d'abord c'est dénoncer implicitement, mais sans le dire, et c'est bien dommage, tous ceux qui manqueraient de courage. En réalité, quand on choisit un métier avec conviction, la seule chose, la première en tous les cas qu'on doit faire, c'est de le faire bien, c'est de le faire honnêtement. Ce que vous appelez le courage n'est jamais que l'honnêteté. Si vous baptisez l'honnêteté courage, vous allez permettre à tous ceux qui sont un peu lâches, et c'est une donnée sociale assez forte, me semble-t-il, de ne pas remplir cette obligation à laquelle ils ont souscrite. Alors il faut leur dire qu'ils sont malhonnêtes quand ils ne font pas ce qu'ils doivent, quand un juge ne prend pas les décisions que commande la loi, quand un procureur n'exerce pas les poursuites qu'il devrait. Alors c'est vrai que pour un procureur, il y a, contrairement au juge, curieux d'ailleurs, le plus intelligent des deux institutionnellement s'entend, est finalement celui qui doit s'incliner devant la loi, avec des marges, j'en conviens. Tandis que le procureur, celui qui sert la justice, mais à travers le juge, lui, il bénéficie d'un principe extraordinaire qui est le principe d'opportunité des poursuites. Mais en même temps, c'est un principe, celui qui lui laisse le choix de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur connu d'une infraction connue, ce principe expose le procureur de la République, qui va se trouver constamment dans la situation d'avoir à rendre compte. Rendre compte, s'il poursuit, à ceux qui souhaiteraient ne pas l'être. En général, ils sont assez nombreux, avec des capacités plus ou moins grandes, socialement s'entend, à se défendre. S'exposer à des récriminations quand il ne poursuit pas, surtout si celui que d'autres pensent qu'il devrait poursuivre fait partie de la classe la plus puissante. C'est aussi ce qu'il y a de passionnant dans la fonction. Mais en même temps, c'est une fonction qu'on ne peut pas accomplir avec passion. Et si vous posez la question, et je crois bien comprendre en définitive que celle qui est posée, quelle est votre passion de la justice ? Je me dis avec horreur, j'espère que je n'ai jamais été passionné. Vous savez, la passion, c'est souvent ce qui conduit au crime. Le crime passionnel, on en parle si souvent. Faut-il qu'un magistrat soit passionné ? Non, il faut qu'il soit honnête, il faut qu'il soit convaincu. Peut-être d'abord, faut-il qu'il soit humble ? Ne vous égarez pas, je ne parle pas de modestie. Quand on a choisi de monter sur l'estrade pour juger les autres, je doute qu'on puisse parler de la modestie des magistrats. Mais l'humilité, autre qualité.
L'humilité, c'est cette qualité si difficile qui vous conduit à chaque décision prise, à chaque instant, à vous demander si vous n'êtes pas en train de vous tromper. Oui, l'humilité est sans doute plus que la passion, beaucoup plus que la passion. Et à la place de la passion, la qualité du magistrat. La passion, elle peut vous conduire à atteindre cette indépendance dont je parlais tout à l'heure. J'ai rencontré pas mal de dossiers intéressants, mais il y en a un qui m'a marqué peut-être plus que tout. Il y a quelques années, j'étais encore à Nice et venu de l'ex-Yougoslavie, quelqu'un est venu tuer un autre homme. On l'avait payé pour cela. Il vient l'abattre à Nice. Il n'avait pas de doute sur l'auteur, ni sur le crime. Le corps était encore chaud, l'auteur à 2 pas, un pistolet à la main. Donc la présomption d'innocence, vigoureux principe, nous pouvions l'écarter. Conduit devant le juge d'instruction, requiert mandat de dépôt, criminel. Et au bout d'1 an, c'est la règle, n'est-ce pas? Il faut proroger le mandat de dépôt, faire venir le détenu et puis ouvrir le débat contradictoire, et proroger ou pas. Le juge d'instruction a oublié. Il a oublié. Donc l'avocat a fait son métier et est allé voir le juge pour lui dire faut libérer mon client. La procédure n'a pas été respectée. La réponse du juge a été peu satisfaisante à mon goût. Il a répondu maître, vous me le paierez. On connaît ça, monsieur. Oui, je doute bien que vous connaissez. Et puis l'avocat est venu devant le procureur. Vous savez, c'est un fameux bonhomme qui passe sa vie à poursuivre, à faire condamner, à incarcérer. Il me dit la même chose, monsieur le procureur, il va falloir libérer mon client. J'ai vérifié et j'ai fait libérer. J'ai fait libérer un criminel. Pas jugé, j'en conviens, mais je vous l'ai dit, dans les circonstances de fait que j'évoque, il n'y avait aucun doute sur la question. Mais bon, au plan des principes, ça restait un innocent. Mais en même temps, moi, procureur de la République, chargé de l'intérêt général, j'ai dû faire mettre dehors quelqu'un qui avait ostensiblement commis un crime de sang. C'est compliqué. Fallait-il que j'y mette de la passion? Je n'y ai mis que du droit. Et c'est sans doute quelque chose qui est difficile à faire comprendre. Et j'ai essayé de le faire comprendre à des sénateurs il y a quelque temps, dans d'une commission d'enquête. Je leur ai expliqué cela. Et ces hommes de loi, peut-être pas de droit, mais au moins de loi, ces hommes qui font la loi ont un peu sursauté. Donc je leur dis, mais que puis-je faire d'autre? Qu'aurais-je pu faire d'autre? Et deux de ces sénateurs, un de droite et un de gauche, donc vous voyez, il y en avait pour tout le monde, m'ont répondu, mais le garder, bien sûr. D'où une question supplémentaire. Messieurs les sénateurs, est-ce que vous êtes pour l'arbitraire du juge, l'arbitraire du magistrat? Non, bien sûr. Mais si, bien sûr. Si contre la loi, vous souhaitez que le procureur que j'étais conserve en détention quelqu'un qui n'y avait plus légalement sa place, alors vous êtes pour l'arbitraire. C'est ça aussi la mission du procureur, contrairement à ce qu'on croit. Alors pour le politique, le bon procureur, ce n'est pas exactement ça, j'en conviens. Je ne suis pas sûr que pour le citoyen, ce soit exactement ça. Le citoyen, c'est celui qui lit le journal tous les matins, vous savez, et puis qui voit un truc, un article qui intéresse quelqu'un qu'il connaît, dont on décrit
les turpitudes, et dont on le dit avant jugement, parce que le café du commerce, c'est l'endroit où l'on juge le mieux, semble-t-il, en France. Et qui dit, oui, d'abord, je l'aime ou je l'aime pas. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, oui, c'est fini, on peut y aller. Ben non, il faut l'arrêter, c'est mieux. C'est mieux. Donc, on lit le journal et on se demande si on l'aime ou si on l'aime pas. Et si on l'aime, on va dire, il se trompe, c'est juge, c'est n'importe quoi. Je le connais, moi, il est innocent. Et je raconte toujours que une sœur de ma mère, quand on a jugé Michel Noir à Lyon il y a quelques années, disait mais ce petit Michel, forcément, il est innocent, j'ai bien connu sa mère, jamais il a pu faire ça. C'est aussi la justice. Vous riez quand j'évoque les politiques. Demandez-vous quelles sont vos pratiques en termes de justice, vos réactions, vos aspirations. Voyez, comme procureur, ça m'a paru simple, sans passion. Où était le droit? Est-ce que mon devoir était de maintenir en détention ou bien de libérer parce que c'était le droit? Et ceux qui me répondront, mais il fallait le garder, c'était un criminel, que ceux-là réfléchissent bien à ne pas donner le goût du sang à un procureur. Parce que ceux qui se réjouissent toujours de ce que nous faisons quand il s'agit des autres, contre la loi, devraient penser que cela pourrait aussi se retourner contre eux. Je pense à quelqu'un qui, dans un débat, critiquait ceux qui ne comprennent pas que dans nos sociétés modernes, le temps n'a pas la même valeur et que, manifestement, j'ai été visé, les magistrats avec moi, bien sûr, que le temps que nous prenions à juger était du temps perdu, en réalité. Alors, je me suis juste tourné vers lui pour lui dire, mais monsieur, imaginez que j'ai à vous poursuivre. Est-ce que vous n'aimeriez pas que je prenne le temps de le faire? C'est aussi ça, la justice. C'est ne pas écouter l'air du temps. C'est accepter de ne pas être aimé. Parce que la justice n'est aimable qu'à ceux qui peuvent légitimement y prétendre. Et ça n'est pas si simple entre prévenus et victimes. Les victimes parfaites sont beaucoup plus rares qu'on ne le croit. Beaucoup plus rares. Et la justice... Très rare, dites-vous? Oui, je suis d'accord. Oui, non, mais vous avez raison. Voilà, c'est ça, on va devant la justice pour faire reconnaître son droit. On ne devrait aller devant la justice que pour faire reconnaître le droit. Quand vous aspirez à la sécurité, ne la demandez pas à la justice. On l'appelle justice précisément parce que ça n'est pas nécessairement la sécurité. Quand la justice refuse au pouvoir exécutif les moyens de sortir de France des étrangers qui peuvent être en situation régulière, mais pas pénalement en situation régulière, et c'est possible au regard des accords de Schengen notamment. Alors, j'entends les politiques s'émouvoir, et beaucoup de Français s'émouvoir, en raison des conceptions qui leur sont personnelles. Comprenez bien que le magistrat n'a pas de conception personnelle, en tous les cas pas de conception personnelle à mettre dans la balance. Juste son devoir, juste la loi, juste l'intérêt général. Et pour cela, il vaut mieux ne pas être passionné.